disais que la comptabilité ne repose pas seulement sur les 5 conventions qu'on a eu à voir dans une précédente vidéo, mais également cette même comptabilité repose sur 5 autres postulats plus une hypothèse qui fait les 11 principes comptables. Car sans elle, les comptes d'une entreprise ne servent à rien et ils n'auront aucun sens. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais t'expliquer pas à pas les 5 postulats plus une hypothèse de continuité d'exploitation. Sur ce, let's go! Et sans oublier également la comptabilité, on doit retenir qu'en comptabilité, on ne travaille pas au hasard. Et comme Sénèque le disait, il dit qu'il n'y a pas un bon vent pour celui qui ne sait pas où il va, car tous les vents lui seront favorables. Et donc sur ce, quand nous prenons cette affirmation dans le contexte de la comptabilité, que tout comptable qui gère une comptabilité d'une entreprise ou d'une entité et qui ne sait pas vraiment quels sont les principes qui lui sont assignés pour bien faire son travail, alors cela prouve que ce comptable-là, c'est vraiment ce qu'il fait. Il sait vraiment là où il doit y aller. Alors, c'est ça le plus important. Sur ce, nous allons passer ici au premier principe, qui est le principe du postulat d'entité. Qu'est-ce que ce principe de postulat d'entité? Avant de définir ce postulat d'entité, c'est l'un des défis dont les comptables font face. Oui, surtout en Afrique ici. Bien, le postulat d'entité, qu'est-ce que nous devrions retenir? Cela signifie que l'entreprise est une personne distincte de son propriétaire. Je vais vous expliquer ça très facilement. Nous allons prendre ici, je dessine un peu mal. Ok, on va prendre ici, c'est ça l'entreprise. Et ici, c'est le propriétaire. On dit que le postulat d'entité signifie que l'entreprise est une personne qui est distincte de son propriétaire. On peut prendre ici dirigeant. Ok? On peut prendre ici dirigeant. Voilà, on est d'accord. Souvent ici, surtout en Guinée, c'est les dirigeants qui créent l'entreprise. Ils prennent l'argent pour créer leur entreprise. Mais ce n'est pas parce que c'est eux qui ont créé l'entreprise que quand ils en ont besoin de quoi que ce soit du côté financier, qu'ils doivent venir dans leur entreprise et puiser. En respectant le principe là, qui est le postulat d'entité, que cette entreprise qui est une personne est distincte de son dirigeant. Nous allons prendre. Ça, c'est une personne. Mais mettez-moi en commentaire. L'entreprise, c'est quel genre de personne? Mettez-moi dans les commentaires. Personne morale. Et le dirigeant, c'est une personne physique. Si vous voulez savoir davantage la différence entre une personne morale et une personne physique, n'hésitez pas de mettre dans les commentaires. Je vais faire une vidéo spécifiquement pour ça. Maintenant, qu'est-ce que ce postulat veut dire? Le dirigeant a pris l'argent. Il a créé son entreprise. D'accord? C'est pas parce que c'est lui qui a créé son entreprise que quand il a un besoin financier, qu'il doit venir prendre ce qui appartient à l'entreprise. Il ne doit pas oublier que lui, en tant que personne physique, c'est-à-dire ses besoins financiers ou quoi que ce soit, doit être différent des personnes morales, qui est l'entreprise. C'est vice-versa. C'est une réaction qui est vice-versa. Ok? De façon inverse. D'accord. Maintenant, les comptables, souvent, ils peuvent faire face à des dirigeants qui sont en difficulté financière et qui veulent venir pour prendre l'argent ou bien qui leur demandent de l'argent, comme c'est eux leurs comptables, qui leur demandent de l'argent, donne-moi telle somme, donne-moi telle somme, donne-moi telle somme. Par contre, si vous prenez l'argent avec le comptable pour rembourser, je suis d'accord. Là, on peut vous mettre en tant qu'associé. Vous voyez, compte gérant associé, parce qu'il y a même ce compte dans le plan comptable.
Mais si le but, c'est pas de rembourser, mais par contre, comme c'est pour vous, non. Toi, comptable, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dis, tu l'expliques, vraiment, c'est ton boss, tu lui expliques, tu dis, monsieur, franchement, là, vous m'empêchez de faire mon travail. Vous voyez, vous m'empêchez de faire mon travail. Vouloir venir à chaque fois puiser dans la caisse ou bien la disponibilité de la personne morale qui est là, l'entreprise, cela ne se doit pas. Pourquoi? Parce que nous, il y a des principes qui nous sont exigés, qu'on doit respecter. Comme quel principe? Il dit quel principe? Je dis, monsieur, nous, le principe de postulat d'identité nous dit que les disponibilités financières de l'entreprise qui est la personne morale et les disponibilités aussi du dirigeant qui est la personne physique ne doivent être en aucun cas mélangées. Ok? Souvent, ce qu'il peut y avoir entre les deux, c'est les salaires, en condition que le dirigeant travaille pour l'entreprise. C'est vrai, c'est lui qui a créé, mais il travaille toujours pour cette personne morale. Là, il doit avoir une rémunération qui est le salaire. D'accord? On ne va pas rentrer tellement dans les détails. Donc, c'est un peu ça. Le postulat d'identité, c'est ce que je veux dire. Le postulat d'identité, ce que tu dois retenir, cela signifie que l'entreprise est une personne qui est distincte de son dirigeant. Donc, l'argent de l'entreprise, ce n'est pas l'argent du boss. L'argent de l'entreprise, ce n'est pas l'argent du dirigeant. L'argent du dirigeant, ce n'est pas l'argent de l'entreprise. C'est ça un peu la différence. La clé, c'est quoi? C'est de séparer clairement le patrimoine du dirigeant et de l'entreprise. Même si c'est lui qui a payé pour créer son entreprise. Séparer. Le deuxième principe, c'est le postulat de la comptabilité d'engagement. Ce postulat de la comptabilité d'engagement nous dit que les opérations sont enregistrées au moment où elles sont engagées et non quand l'argent est encaissé ou payé. D'accord? Souvent, par exemple, tu peux faire face à des dirigeants. Si tu es comptable, parce que souvent les comptables, c'est à travers les pièces comptables que tu dois faire tes enregistrements. Vous effectuez une vente comme ça, le client vous dit que ok, je paye dans 1 mois ou bien dans 2 mois. Et on appelle ça la date d'échéance de paiement client, qui est une créance. D'accord? Maintenant, donc, le dirigeant, il remarque par exemple que le client il est venu là, il a pris une marchandise de 2 millions. Le client dit qu'il va payer dans 2 mois. Ok? Et il te voit que tu es là en train d'enregistrer. Mais il te pose la question de savoir. Mais pourquoi tu enregistres? Pourtant, tu sais bien que le client n'a pas payé. Lui ne connaît pas. Hein? C'est à vous de l'expliquer, vous en tant que comptable. Bon, tu dis, non, boss, au fait, en respectant ce principe qui est et le postulat de la comptabilité d'engagement, ça nous dit que nous, les comptables, qu'on ne doit pas enregistrer une transaction ou une opération quand la transaction ou bien l'opération est payée ou encaissée. Même si on n'a pas encaissé l'argent d'abord, même si le client n'a pas payé, mais je dois constater, c'est ce qu'on appelle la constatation. Ok? Je dois constater l'engagement que le client fait parce que déjà il s'est engagé avec nous. Donc moi en tant que comptable, je dois passer l'écriture de constatation de la vente. Tu vois? Il va, ok, désolé, je ne savais pas. Ben voilà, tu es là à sourire. Donc, ce postulat de la comptabilité d'engagement, même si le client vient, il achète quelque chose avec toi, il n'a pas payé. Hein? C'est pourquoi il doit toujours te donner la date d'échéance, parce que c'est là, te permet, toi, comptable, de recouvrir les créances clients. D'accord? Il te dit, bon, à telle date, je paye. Mais déjà, tu l'as émise une facture de vente. Le client a pris l'engagement. Donc, tu dois passer l'écriture de constatation, l'écriture d'engagement. C'est pourquoi ce postulat de la comptabilité d'engagement veut dire que toute opération doit être enregistrée à partir du moment qu'il y a eu l'engagement, même s'il n'y a pas eu d'encaissement ou de paiement. C'est bon? Voilà. Donc, si le client vient aujourd'hui, il achète, il prend une marchandise de 2 millions avec nous, il n'a pas payé, et toi là,
tu dois enregistrer l'écriture de constatation de la vente en produit. Ok, tu fais ça aujourd'hui. S'il paye dans 2 mois, tu mets la date d'échéance. Parce qu'en enregistrant, on va toujours te demander le client paye quand, à quelle date. Ok, tu mets la date là et puis il va payer après. Mais le fait qu'il est venu là, vous l'avez émis une facture, il doit le faire. Tu dois passer l'écriture aujourd'hui. D'accord? L'idée clé ici, c'est quoi? Que la réalité économique prime sur le flux de trésorerie. La réalité économique qui se passe prime sur les flux de trésorerie. D'accord? Money, l'argent. Et 3, le postulat de la spécialisation des exercices. Qu'est-ce que ce postulat veut te dire? Ce postulat te dit que toutes les charges et tous les produits doivent être rattachés à l'exercice comptable concerné. Est-ce que tu comprends? Je vais te donner un exemple. Souvent, quand nous prenons le loyer par exemple de l'entreprise, du local de l'entreprise, s'élève à 3 millions. D'accord? 3 millions. Chaque mois, c'est ce que vous devriez payer. 3 millions. Nous prenons par exemple le mois de janvier. Ok? Le mois de janvier, l'entreprise a consommé ça. Hein? Et que à chaque le 5 du mois prochain, l'entreprise est censée régler le bailleur. Ok? Le bailleur, il doit lui régler. Question. Maintenant, toi, comptable, comment tu vas enregistrer ça? Est-ce que tu vas dire que, bon, vu que c'est au mois de février, le 5 février, qu'on a réglé le bailleur, que c'est ici, je dois mettre cette charge au mois de février, alors là, tu te trompes. Oui, tu te trompes. Parce que si tu fais cela, tu n'as pas respecté au postulat de la spécialisation des exercices. On te dit que les charges et les produits doivent être rattachés à l'exercice comptable concerné. C'est au mois de janvier. Vous avez consommé le mois de janvier, donc c'est une charge du mois de janvier. Tu dois venir passer l'écriture de constatation ici, hein, au mois de janvier. Maintenant, le règlement là, ça s'est passé ici, non? Alors, tu mets ici le règlement. Le règlement. Il y a d'autres aussi, qu'est-ce qu'ils vont faire? Si, par exemple, et ici, le loyer ici, c'est 3 millions au mois de janvier, le règlement s'est effectué le 5. N'oubliez pas, il y a des reçus. Et les reçus, les dates sont mises sur les pièces à laquelle la situation ou bien le mouvement s'est effectué. D'accord? Ici, nous avons le mois de janvier. Vu que le bailleur, on paye le bailleur au 5 février, on a payé d'ailleurs le bailleur au 5 février, il prend l'argent, et non seulement la constatation, mais aussi le règlement ici dans le mois de janvier. Ah! Sauf que ça ne se doit pas. Le règlement ne fait pas partie. On parle de la constatation. Quand on parle de la constatation, on constate quoi? Les charges et les produits. D'accord? Donc, quand nous prenons la constatation ici du loyer, le loyer c'est une charge qui est la classe 6. Donc, tu dois passer l'écriture de la charge au mois de janvier. Et là, tu peux passer maintenant l'écriture du paiement au 5 février. Ok? Parce que si tu fais cela, cela permet à l'entreprise de faire le reporting financier. Et ce reporting financier-là, qui permet à l'entreprise de savoir ou d'évaluer la performance de l'entreprise à chaque période. Vous voyez, c'est pourquoi si vous revoyez encore sur l'une de mes vidéos, je vous ai expliqué la différence entre la période comptable et l'exercice comptable. Et donc, c'est le fait de répartir, de mettre la chose là où elle doit être à chaque période que l'entreprise peut évaluer sa performance vis-à-vis de son objectif annuel. D'accord? Donc, c'est ce qui veut dire le postulat de la spécialisation des exercices. 4. Le postulat de la permanence des méthodes. Qu'est-ce que cela veut dire?
Cela veut dire que toi, comptable, tu dois utiliser les mêmes méthodes, tu dois appliquer les mêmes méthodes dans les exercices comptables différents, d'un exercice à un autre. C'est que les entreprises doivent utiliser les mêmes méthodes comptables d'un exercice à l'autre. Comment je vais t'expliquer ça encore d'une autre manière? Supposons par exemple le mois de janvier, tu utilises bon, par exemple, les comptables qui savent, il y a plusieurs entreprises qui gèrent sa comptabilité d'une autre manière, mais en respectant les principes, les règles, les normes de OHADA sur les 17 pays qui en font partie. Supposons par exemple que le comptable, le mois de janvier, en comptabilisant ici l'avance d'un client, prenons par exemple le 411 et le 411 Fanta, ok, le 411 Fanta qui est notre client. Maintenant, le mois de janvier, il vient, la cliente d'ailleurs, elle avait pris une somme de 2 millions. Comment, tu vois, elle a pris une marchandise de 2 millions avec nous. Maintenant, quand elle est venue pour régler 1 million, ok, qu'est-ce que je fais? Je viens dans le règlement. Je prends ça là, 411 Fanta. Je passe le règlement de 1 million. Ok, ça c'est mois de janvier. Ok, en décembre 2025. Ok, décembre. Maintenant 2026, il oublie que de passer d'un exercice à un exercice en respectant la convention de la correspondance du bilan d'ouverture au bilan de clôture, il y aura un report à nouveau. Le report à nouveau, c'est pour dire que tout ce qui est nécessaire, charges, produits comme ça, des clients qui te doivent, les fournisseurs à qui tu dois, ainsi de suite, vont se reporter à l'exercice suivant. Ceux qui utilisent les logiciels comptables, ils le savent. Tu vois? Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Parce que dans le plan comptable, si un client paye l'avance, il y a toujours ça, avance client ou acompte client. Tu vois? Maintenant, pour payer par exemple le mois de février 2026, ok, pour solder à 1 million, qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de prendre le même compte 411 Fanta qu'il a créé, il part prendre le numéro des comptes qui est dans le plan comptable qui est acompte client, hein, pour payer ça. Mais ça va lui rendre la tâche difficile. Parce qu'il n'a pas utilisé les mêmes méthodes de l'exercice de 2025 à l'exercice de 2026. Mais posez-vous la question de savoir pourquoi dans le système OHADA, c'est pourquoi on dit même système, c'est pour dire qu'ils doivent parler le même langage. Des 17 pays qui adhèrent à ce système, il y a des principes et des manières, des modèles dont toutes ces entreprises qui habitent sur ces pays-là doivent présenter leurs états financiers de la même manière. Pourquoi? C'est pour faciliter la comparaison. Hey, on ne peut pas comparer deux choses qui ne parlent pas la même langue. On va prendre un exemple, Messi, Cristiano Ronaldo. Pourquoi on les compare? C'est parce qu'ils exercent le même sport. Ils respectent les mêmes règles de la FIFA. Ils jouent au même ballon rond. D'accord? Ils portent les mêmes équipements. Donc, c'est facile de les comparer. On peut les comparer. D'accord? Donc, si l'entreprise, vous utilisez une méthode en 2025 pour la tenue de votre comptabilité ou pour la tenue de votre situation financière, vous devriez utiliser les mêmes méthodes à l'exercice suivant pour pouvoir vous permettre de faire la comparaison entre les deux exercices. Mais si vous utilisez une méthode sur un exercice A-1 ou N-1 et à N, vous utilisez une autre méthode, à N plus 1, vous utilisez encore une autre méthode, mais qui va comparer ça pour vous? Donc, c'est à vous le comptable, de maîtriser ça. Vous devriez savoir que, la méthode que j'adopte, ou l'entreprise d'ailleurs, parce que le comptable est
n'est pas, des fois, il peut quitter l'entreprise. Mais la méthode qui est là, le système qui est là, peu importe le comptable qui vient, il doit passer à ce même système. Il doit adhérer à ce même système. Je ne suis pas, par exemple, je suis pas contre le changement. Mais par contre, s'il y a un changement, ce changement doit être justifié et expliqué. Vous voyez? Donc, c'est ce que le principe de postulat, de la spécialisation des exercices, nous fait ça. 5. Nous avons ici le postulat de la prééminence de la réalité économique sur l'apparence juridique. Et en vrai, souvent, c'est le plus délicat. Je vais vous expliquer ça. Et quand nous prenons la réalité économique, ok, réalité économique, ici nous avons l'apparence juridique. Et qui parle de l'apparence juridique, on peut parler ici du contrat. Ok, contrat. La réalité économique, c'est ce qui se passe. Par exemple, si une entreprise loue une machine à une autre entreprise, mais qui est économiquement gérée par l'entreprise, alors l'entreprise mère qui a loué ce bien peut considérer ce bien dans son actif. Ce bien est considéré comme un actif. D'où on parle un peu du crédit bail. Parce que le crédit bail, c'est quoi souvent? Les entreprises, elles achètent des biens. Ok, ça peut être des camions, des machines et tout et tout. Souvent, on voit ça. D'accord? Et ça se passe en longueur de journée. Ça se passe d'ailleurs. Bien. Et maintenant, quand l'entreprise achète ça, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va louer ça à une autre entreprise qui en a beaucoup plus besoin que lui. Ok. Maintenant, le fait de louer le bien là, ou supposons par exemple une machine, cela sera fait à partir d'un contrat, d'où on parle de l'apparence juridique. D'accord? Et l'entreprise, par exemple, le cabinet, par exemple, Stratémis, hein, le cabinet Stratémis qui est là, qui a acheté une machine, elle va louer ça, elle loue ça, hein, louer ça à la CBG, Compagnie des Bauxites de Guinée. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le cabinet Stratémis a acheté cette machine, qui est un bien, et il a loué ça à la CBG. Et le fait de louer ça cela a été fait à partir d'un contrat. D'accord? Cela a été fait à partir d'un contrat, d'où on parle de l'apparence juridique. Maintenant, pour Stratémis Consulting, c'est pas parce que le fait qu'il a acheté cette machine et qu'il a loué, il a donné ça à la CBG maintenant qui utilise cette machine, que Stratémis ne doit pas tenir compte de cette machine dans son actif. Parce que non seulement ça lui génère de l'argent, d'accord, on est d'accord? Ça lui génère de l'argent, mais il doit considérer cette machine-là dans son actif. C'est pourquoi on dit que quand nous prenons le postulat de la prééminence de la réalité économique sur l'apparence juridique, cela veut dire que la réalité économique qui est là prive sur l'apparence juridique. Même si le fait que le cabinet a prêté à louer cette machine à la CBG, il doit prendre cette machine-là dans son actif. Jusqu'à un certain moment, parce qu'à un certain moment, il peut y avoir une cession. Donc, l'idée clé ici, c'est quoi? Ce qui compte, c'est la réalité économique et non le contrat. Ce qui compte, c'est la réalité économique et non le contrat. C'est pourquoi on dit que la réalité économique prive sur l'apparence juridique. Enfin, parlons de l'hypothèse de la continuité d'exploitation. En fait, cette hypothèse-là part du principe que l'entreprise va toujours continuer à travailler, à fonctionner dans un avenir prévisible. D'accord? Donc, tous les actifs que l'entreprise s'acquiert, achète, le but, ce n'est pas de les revendre. D'accord? Le but, c'est de les utiliser dans un avenir prévisible. D'où on peut parler, par exemple, la durée d'une société comme ça est de 99 ans. D'accord?
Donc, quand nous prenons par exemple Coca-Cola, Coca-Cola c'est un peu la même chose, je crois bien. Et donc, et même la CBG est à la quête de ça. Elle n'est pas encore arrivée à ses 99 ans, mais elle commence à s'y rapprocher, ainsi de suite. Et une fois les 99 ans, elle est obligée de refaire un autre contrat avec le gouvernement guinéen. Et pourquoi ce principe ou cette hypothèse de continuité d'exploitation est importante? Parce que les entreprises acquièrent ces biens-là car ces actifs-là sont évalués comme si elles doivent être utilisés. Parce que ces actifs-là sont évalués comme si ils allaient être utilisés. On va leur utiliser et non vendus immédiatement. Est-ce que vous avez compris? En fait, l'entreprise a pour but d'acheter les actifs et ces actifs-là sont évalués parce que le but, c'est de leur utiliser dans un avenir prévisible et non pas de les vendre immédiatement. D'accord? On ne parle pas des marchandises. Attention. Ah, parce que si cette hypothèse n'est plus valable, la comptabilité change. Alors, pour résumer, nous avons eu le postulat d'entité, le postulat de la comptabilité d'engagement, le postulat de la spécialisation des exercices, le postulat de la permanence des méthodes, le postulat de la prééminence de la réalité économique sur l'apparence juridique et enfin nous avons vu une hypothèse de continuité d'exploitation. Car sans cette hypothèse, la comptabilité change. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu. C'est encourageant de partager à vos frères, vos oncles, vos tantes, ainsi de suite. N'hésitez pas surtout de vous commenter la vidéo, cela encourage. Et si vous voulez qu'on aborde un autre sujet dans une autre vidéo à l'avenir, n'hésitez surtout pas à mettre ça dans les commentaires. Et ben voilà, comme toujours, c'était Ousmane. Apprenez, appliquez et maîtriser.